S'il vous plaît, ne me laissez pas. Enfin, mon petit gars, tu déconnes. On est comme des frères, non? Regardez, on a la même chemise, hein? T'es mon pote. Je t'adore, tu vois. Suite au succès surprise de la grande aventure de Pee-wee en 1985, Tim Burton, réalisateur du film, devient la toute nouvelle coqueluche courtisée d'Hollywood et profite d'être sous les projecteurs pour lancer une adaptation du comics Batman sur grand écran. Malheureusement, nous sommes en 1985 et la Warner Bros venait tout juste d'être échaudée par l'échec du Superman 3 et tentait tant bien que mal de relancer la franchise au cinéma. Ce qui donnera l'exécrable Superman 4, mais il n'est pas encore venu le temps d'en parler. Bref, pour la Warner, Batman n'était pas encore une priorité et Burton, en attente de projet, recevait sur son bureau script de merde sur script de merde, comme cette histoire d'un cheval parlant devenant trader à Wall Street. Film qui sortira quand même des années plus tard sous le nom Hot to Trot avec Bob Goldthwait. Ouais, ce film a existé. Et tandis que le bonhomme se faisait la main sur The Jar, un épisode d'Alfred Hitchcock présente, arriva David Geffen, producteur à la Warner Bros. Sous sa propre société, avec un script nommé Betelgeuse, coécrit par Larry Wilson, un ancien producteur pour la Paramount, à l'origine de Young Sherlock Holmes. Larry Wilson qui, pour l'anecdote, engagea James Cameron pour réaliser le Aliens, et qui coécrivit le script de Betelgeuse avec son ami Michael McDowell, un auteur spécialisé dans les livres d'horreur et avec lequel Burton écrira Osterboy, un bouquin que je vous conseille. Et Larry Wilson avec qui Tim Burton réalisa l'épisode The Jar de Alfred Hitchcock présente. Vous voyez, on y revient. Bref, avant même que Burton soit impliqué, la fine équipe travaillait déjà depuis presque une année sur les différentes versions de Betelgeuse, qui devait être à la base un film d'horreur extrêmement différent de la version qu'on connaît aujourd'hui. Certes, l'histoire nous montrait toujours les aventures d'un couple fraîchement décédé tentant de faire fuir les nouveaux habitants de leur demeure, mais désormais, d'abord le personnage de Lydia était totalement effacé au profit d'une sœur de 6 ans qui pouvait voir les esprits, mais surtout Betelgeuse n'était pas l'escroc rigolo du film qu'on connaît, hein. Non, là c'était un démon ailé qui voulait buter tout ce qui bouge et surtout qui voulait violer Lydia à la fin. De ce fait, lorsque Burton mit la main sur le scénario, il voulut adoucir tout cela et confia le script aux mains de Warren Scarron, le scénariste du flic de Beverly Hills 2, pour transformer le film d'horreur en comédie. Warren qui aura également exactement le même taf sur le script de Batman. Et pendant que le scénario fut modifié, il fut temps de passer au casting. Gina Davis fut la première engagée pour le rôle de Barbara Maitland, la jeune décédée, puis Alec Baldwin accepta le rôle de l'époux, tandis que Jeffrey Jones, le doyen dans Ferris Bueller, et Angelica Houston acceptèrent de jouer les parents squatteurs. Alors pas de chance pour Angela, elle tomba malade juste avant le tournage et fut remplacée donc à la dernière minute par Catherine O'Hara, que j'aime appeler la maman du cinéma. Oui, c'était la maman de Kevin dans Maman j'ai raté l'avion. Et parce que j'aime bien ce genre d'histoire, c'est ainsi qu'O'Hara rencontra Bo Welch, le chef décorateur du film qui devint son mari en 1992. Quant à Angelica Houston, elle sera engagée par la suite dans La famille Addams, qui est aussi un script de Larry Wilson. Voyez, on s'y retrouve. Pour le rôle de Lydia, ce fut un peu plus compliqué et après que Laurie Loughlin, Diane Lane, Sarah Jessica Parker, Brooke Shield, Molly Ringwald et Jennifer Connelly déclinèrent, le choix de Burton s'arrêta sur 2 actrices, Juliette Lewis et Winona Ryder, qui fut choisie notamment parce qu'elle se teignait les cheveux en noir depuis l'âge de 11 ans. Elle est blonde en fait. Non mais je sais, on s'en fout, mais c'est marrant, parce que c'est pile le rôle. Et enfin, et tandis que le tournage débutait, restait à caster le Beetlejuice du film. Renommé ainsi par Tim Burton le de Beetlejuice, parce que c'était plus vendeur. Alors au début, la Warner voulait appeler le film La Maison aux Fantômes. Mais Burton, pour déconner, déclina et dit ça serait plus drôle de l'appeler Scared Shitless. Scared pour avoir peur et Shitless parce que c'est un jeu de mots avec les draps et en même temps shit ça veut dire caca. Mais bref, c'était une blague quoi, c'était juste pour déconner. Et il fut horrifié de voir que la Warner commença à accepter le titre. Ouais. Et si Tim Burton voulait au départ Sammy Davis Jr. dans le rôle titre, parce qu'il voyait plutôt l'esprit comme un noir relax des États du Sud, David Geffen l'incita à choisir Michael Keaton à la place, qui venait tout juste de cartonner avec le sympathique Mr. Mom, l'histoire d'un père au foyer écrit par un tout jeune John Hughes. Et ce n'est qu'après avoir rencontré Michael Keaton et vu celui-ci improviser que Tim Burton l'engagea. Vous voyez, les producteurs, c'est pas tous des méchants en fait. Et si vous êtes vraiment friand des anecdotes, sachez que Keaton s'inspira du personnage de Chop Top dans Massacre à la tronçonneuse 2 pour composer son Beetlejuice. Bref, rythmé par les improvisations du casting et les 13 millions du film, ce qui fit que la Warner les laissa assez peinards pour réaliser leur truc dans leur coin, le tournage se déroula sans accroc entre les studios de Los Angeles et la petite ville de East Corinth, dans le Vermont, où furent construits pour les besoins du film le petit pont du début et la fameuse baraque où se déroula l'action. Maison et pont qui n'existent plus malheureusement. Et au bout des 10 semaines de tournage, alors que le film était prévu au printemps, et tandis que Burton jonglait entre la post-production du film, la pré-production de Batman, et les illustrations du livre Osterboy, la Warner, elle, était bien embêtée pour marketer son film. En fait, ni les producteurs, ni les scénaristes, ni Tim Burton ne surent vraiment définir ce qu'était Beetlejuice le film.
Et après des projections test enthousiastes sur le personnage de Beetlejuice, Burton décida d'y ajouter la séquence finale dans la salle d'attente. Et ainsi toute la promo se fit sur le personnage de Beetlejuice au détriment des autres protagonistes, ce qui fit que, si comme moi t'as connu la série animée avant de connaître le film, tu te retrouves un poil surpris. Accueilli par la voix douce et suave de Danny Elfman, le compositeur du film récitant D.O. ici, le film débute ensuite sur un plan très burtonien, avec la caméra qui survole une ville, paraissant trop artificielle pour être vraie. Ouais, Burton est un fétichiste des maquettes, que ce soit le logo de Batman au début du film, ou les décors d'Edouard Romain d'Argent, ou même les soucoupes de Mars Attacks, ou la ville de Ed Wood, quoi. Enfin bon, je suis certain qu'il confia la réalisation de L'étrange Noël de Monsieur Jack à Henry Selick, juste pour pouvoir se toucher dans son coin. Et après cette chouette intro censée conditionner le spectateur à l'univers du film, nous découvrons donc nos protagonistes principaux. Beetlejuice? Non, un couple d'amoureux nommé les Maitland, et incarné par Gina Davis et Alec Baldwin. Et il arrive quand Beetlejuice? Dans 45 minutes. Oh merde. Alec, qui a besoin d'un truc pour sa maquette et qui est trop flemmard pour faire le chemin à pince, alors que c'est même pas une borne, embarque sa femme pour le conduire et la fait attendre dans la voiture pendant que Pepper fait ses petites commissions. Allez, salut Bill. Et parce que le karma est une pute, notre couple passe à travers un pont en tentant d'éviter un clébard, qu'au début on croit qu'ils vont s'en sortir, et puis en fait... Et après un court passage sur Saturne, on déduit qu'ils sont peut-être un tout petit peu décédés. Tu sais, je crois pas qu'on ait survécu à l'accident. Et pendant que le spectateur se demande pourquoi les Maitland s'en foutent d'être morts, s'ils avaient de la famille, des amis, quelqu'un pour garder leur magasin ou je ne sais quoi, eh ben nous apprenons que leur maison est mise en vente alors que l'enterrement venait tout juste de se terminer. Elle pouvait même pas attendre 24 heures la mère Century 21 ? Bien évidemment, la maison trouve preneur direct par ces New-Yorkais de Dietz, avec le père vendeur d'immobilier en convalescence, la mère artiste pas très douée, leur fille gothique et suicidaire, et puis Otto qui est Otto quoi. Allez, démarrons les travaux. Bon, alors, je sais pas trop comment ça marche aux USA, mais alors d'abord, ils achètent une baraque clé en main sans la moindre visite au préalable, et puis bon, après avoir maté Jumanji, j'en déduis que quand tu meurs, en fait, personne vient chercher tes affaires, quoi. Bref, agacé par l'arrivée de l'artiste maudit, de Monsieur Bipolaire et Madame Lajoie, Ma vie tout entière est une chambre noire. ainsi que par la destruction de leur propre maison, et après, enfin, un court passage télévisuel de Betelgeuse, Barbara et Adam se persuadent enfin à aller chercher de l'aide dans l'enfer de Dante, étage attente au pôle emploi. C'est ça qui arrive quand on meurt. C'est ça qui arrive quand vous mourrez. C'est ça qui arrive quand il meurt. Et c'est ça qui arrive quand les autres meurent. Tout cela est très personnel. Mais pourquoi les Maitland sont pas mouillés du coup ? Et bref, une fois revenus dans les décors du chat chapeauté, notre couple découvre grand-mère Florence de Mars Attacks, alias Junon, leur conseillère assurance décès. Pendant ce temps, Papa Ditsy, incapable de se tenir tranquille 5 minutes, commence à vouloir transformer la ville, par pure déformation professionnelle. Jolie maison. Le toit est pourri, mais on peut faire un beau parking. Il contacte alors le méchant de Y a-t-il un flic pour sauver le président afin d'organiser un dîner pendant que l'on discerne les capacités extrasensorielles de Lydia, qui commence à se prendre d'amitié pour nos nouveaux décédés, qui essayaient d'effrayer tout le monde en portant des draps tout nuls. Bon, dans Paranormal Activities, les fantômes ils renversent des chaises et éteignent les lumières de la piscine. C'est tout aussi effrayant, hein. Et après avoir enfin contacté Beetlejuice en citant son nom 3 fois... Vas-y, dis-le une troisième fois. Beetlejuice! Qu'est-ce qui se passe? Notre charmant couple devine les intentions néfastes du bonhomme et se résigne à faire fuir les Dizzies eux-mêmes comme l'avait demandé Junon. Adam, vite, on s'en va. Je te comprends, Barbara, mais on risque d'en avoir besoin plus On tard. pourra se débrouiller tout seul, faut qu'on essaie. Oui. S'ensuit une scène assez connue où la famille se met à danser le calypso sous une musique d'Harry Belafonte à la place des Ink Spots prévus originellement. Ouais, Jeffrey Jones et Catherine O'Hara ayant pensé que ce serait beaucoup plus drôle comme ça. De ce fait, pour que le public comprenne bien qu'il s'agisse d'une possession de nos esprits frappeurs, les goûts musicaux d'Adam pour la musique caribéenne furent teasés dès la toute première scène du film. Oh, la grosse pépette.
Et bref, je vais pas vous faire tout le film en entier, mais Beetlejuice déjà, bon, il apparaît que 17 minutes. Et en plus, alors, même si on comprend pas complètement tout à fait les règles du film, genre, pourquoi Saturne quand on sort dehors? Vous avez été sur Saturne, et moi j'ai été sur Saturne. Attention. Est-ce que le centre des impôts est un purgatoire? Voilà les formulaires. Vous allez passer 125 années sur la Terre et dans votre propre maison. Normalement, durant une période comme celle-là, vous n'avez droit qu'à 3 interventions de Junon. Est-ce que c'est vraiment la tête de Skellington Jack, là, qui apparaît au-dessus du manège? Pourquoi t'as un Blues Brothers qui nous regarde par les persiennes? Est-ce que Robert Goulet redescendra un jour? Et est-ce que c'est en voyant Michael Keaton avec des ailes de chauve-souris que Burton a eu l'envie d'en faire son Batman? Malgré toutes ces questions, donc, le film, même 25 ans après son existence, reste un excellent divertissement. Avec un chouette casting, Burton qui fout de l'expressionnisme allemand tout partout, tout plein de passages en go-motion, et c'est super cool, Otto qui fait son auto, une critique du consumérisme avec Jeffrey Jones qui veut construire un parc d'attractions exploitant les fantômes, alors qu'on a vu que les parcs d'attractions au cinéma, c'est pas la meilleure des idées. Et une morale qui dit qu'on peut accepter de vivre ensemble, qu'on soit vivant ou décédé, à condition de foutre son gros oncle facho sexiste au rebut. Enfin, moi je l'ai compris comme ça. Le film se permet même de montrer la vie après la mort sans la moindre référence à la religion et fourmille d'un millier de détails permettant d'approfondir sa propre mythologie. Mythologie qui sera totalement mise au placard l'année suivante pour la création de la série. Et évidemment, le gros intérêt du film reste surtout de voir Michael Keaton en Beetlejuice, cabotinant à foison comme un vendeur de voitures poussé par sa commission, et doublé en français par le regretté Mario Santini qui reprendra le rôle dans la série. Commencez à me gonfler. On n'interrompt pas un professionnel pendant le travail. Et Beetlejuice dans le film, c'est un méchant en fait. Moi je savais pas. Et bref, si vous n'aviez encore jamais vu Beetlejuice le film, je vous le conseille vivement. Surtout qu'une suite est en chantier depuis 2 ans par le scénariste d'Abraham Lincoln, chasseur de vampires, et Dark Shadows... Ah non, ça risque d'être de la merde en fait. Et alors oui, effectivement, j'aurais pu vous parler de la série animée, d'une autre suite avortée où Beetlejuice partait à Hawaï, ainsi que de l'attraction Universal où Beetlejuice fait équipe avec Blackula, Vampirella et la créature de Frankenstein. Ou bien les différents jeux vidéo qui... Mais putain, attends, c'est quoi ça? Ça fait combien de temps que je suis pas sorti de chez moi? Comment je suis arrivé là? Vous êtes que